Bonjour, je vous présente Isabelle Nourry. Au quotidien, elle accompagne les dynamiques humaines dans les projets. Alors oui, bonjour. Effectivement, imaginez une entreprise qui s'appuie pleinement sur toute la puissance humaine. Eh bien, elle va pouvoir développer son attractivité et se déployer dans tous ces environnements, rayonner dans ces différents environnements. Et puis, j'ai le plaisir de vous présenter Anne Barré. Au quotidien, elle accompagne les organisations qui vont lancer, déployer des démarches RSE authentiques. Alors, la RSE, c'est une réelle opportunité pour les entreprises d'identifier et d'évaluer leurs enjeux face aux transitions sociétales qui s'opèrent. Dans les projets que j'anime, c'est toujours une bonne occasion pour inspirer et réenchanter les collectifs avec des ateliers pédagogiques et de co-construction. Alors dans ce contexte économique, sanitaire qui est complexe, parler de marque employeur, c'est-à-dire particulièrement de recrutement, ça peut sembler, Anne, paradoxal. Alors, pourquoi c'est maintenant? D'abord, une étude de BPI France en 2019 a montré que 83% des PME françaises avaient du mal à recruter, que pour près des 3/4 d'entre elles, c'est un réel frein à leur développement, même si elles faisaient de la motivation de leurs collaborateurs une réelle priorité. Et puis on a un contexte, la crise sanitaire, qui met à l'épreuve l'entreprise, ses modes de fonctionnement, ses valeurs, voire même son activité parfois, et qui conduit fatalement à interroger également son fonctionnement. Alors pourquoi ne pas utiliser ces questions, les transformer en une passerelle vers le changement ? Enfin, au-delà du contexte, c'est une tendance de fond qui conduit à réinterroger notre relation au travail et puis une attente forte des nouvelles générations. Des diplômés du secondaire en font même une condition sine qua non pour rejoindre une entreprise. Et enfin, parce que c'est un formidable moyen pour manifester son espoir, ses convictions, en se démarquant de la concurrence. D'ailleurs, si vous regardez dans la presse, il y a plein d'articles aujourd'hui sur la résilience. Ils sont tous unanimes pour dire que les PME, les entreprises qui s'engagent, qui font le choix d'une démarche RSE authentique, et particulièrement celles qui vont inscrire le volet RH comme prioritaire, sont celles qui vont performer davantage. Isabelle, on tente une définition ? Alors oui, on va tenter une définition. On peut dire que la marque employeur responsable, eh bien, c'est l'image de l'entreprise comme employeur. Jusqu'ici, tout va bien. C'est l'image de l'entreprise telle qu'elle est perçue par le monde extérieur, c'est-à-dire par les candidats potentiels au recrutement. Et c'est l'image de l'entreprise telle qu'elle est perçue en interne par l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur statut, qu'ils soient salariés, intérimaires ou freelance, si l'entreprise a l'habitude de travailler avec des indépendants. Cette marque employeur, eh bien, elle va permettre de créer de l'attractivité, c'est-à-dire qu'elle va donner envie à tous ses interlocuteurs de collaborer avec elle, de se joindre à l'aventure du projet. Elle va donc attirer l'ensemble des parties prenantes dans l'aventure de l'entreprise. Isabelle, une marque employeur responsable, c'est pas un peu un pléonasme ? Alors non, c'est pas un pléonasme, ou en tout cas ça ne devrait pas l'être, parce qu'une marque employeur ne peut pas ne pas être responsable. Sans quoi l'entreprise, eh bien, elle va émettre une contradiction, une incohérence entre ce qu'elle affiche d'un côté et la réalité du vécu de cette entreprise. Cette incohérence, elle sera systématiquement perçue par les différents interlocuteurs. Mais quand on parle de responsable, j'aime beaucoup moi le sens étymologique de ce mot parce qu'il n'est pas moralisateur. Responsable, ça signifie être en capacité d'apporter une réponse. Et donc une marque employeur responsable, elle est capable d'apporter une réponse par rapport à ce qu'elle a pu engager. C'est finalement tout simplement dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, et donc manifester la cohérence. Isabelle, certaines entreprises réfutent un peu ce terme de marque employeur. Elles y voient une forme de social washing ou en tout cas du marketing RH mal placé. Qu'en penses-tu ? Alors, il s'agit bien de marque, de marketing, donc, puisqu'on parle de marque. Ce qui est important de considérer, c'est finalement la relation qui va être construite avec les acteurs. On va parler en fait de clients internes quand on va évoquer les collaborateurs, et on va prendre soin de ces clients internes comme on prend soin de ses clients externes. Et c'est ce sens-là du marketing qu'on peut retenir. Et puis, il faut bien voir qu'une entreprise, qu'elle le veuille ou non, a déjà
une image employeur dès lors qu'elle a des salariés. Donc pour passer de l'image employeur à la marque employeur, eh bien on va maîtriser sa communication. Et puis on peut voir aussi bien sûr tous les bénéfices voilà, de la marque employeur pour donner envie de s'y engager. La marque employeur, elle va permettre d'attirer des bons candidats, c'est-à-dire les candidats qui conviennent à l'entreprise, au poste. Elle va permettre de mobiliser, de fidéliser les collaborateurs, et ça avant même le recrutement, la fidélisation est le point essentiel. Elle va permettre de développer la qualité de vie au travail et donc la satisfaction des salariés. Elle permettra, on a parlé de cohérence, mais du coup de renforcer la confiance qui naît de la cohérence. Et puis bien sûr, elle va permettre de maîtriser la réputation de l'entreprise à l'heure où on le sait, avec les réseaux sociaux, la réputation ne reste pas à l'intérieur des murs. Et puis je rajouterais que c'est un très bon moyen de se lancer en RSE ou à l'inverse de nourrir une démarche RSE qui est déjà engagée. Oui, parce que quand on parle d'image, de marque et de relations, finalement on parle aussi et avant toute chose de contenu, de réalité, de vécu, et ça, c'est de façon très qualitative animé par la RSE. Alors, comment lancer sa marque employeur? La question à vous poser, c'est déjà comment vous allez pouvoir donner envie à un candidat d'être recruté, puis de s'intégrer, et puis à vos collaborateurs, finalement, de rester dans l'entreprise. Alors, avant tout, l'idée sera de lancer un projet avec et pour vos collaborateurs. Pour cela, il s'agit de répondre à une question majeure, c'est qu'est-ce qui donne envie? Alors majeure et en même temps toute simple, hein, qu'est-ce qui donne envie de travailler dans cette entreprise? Alors je conseille toujours de commencer par faire prendre conscience et par partager l'intérêt du sujet avec les équipes. Et puis le gage de succès, ce sera aussi de co-construire ce projet. Alors le co-construire avec des salariés porteurs, avec vos RH, avec le CSE, avec votre dernière recrue, avec le CODIR, mais peut-être aussi de le co-construire avec vos parties prenantes externes, comme un cabinet de recrutement ou justement l'école de votre dernière recrue. Pourquoi? Parce que croiser les avis sur un projet de cette nature, ça va vous permettre d'avoir une image beaucoup plus réaliste de l'entreprise et puis beaucoup plus nourrie, beaucoup plus riche en fait de votre entreprise. Enfin parce que utiliser le dialogue et en faire un socle dans un projet qui va impacter tous vos collaborateurs, c'est juste une évidence. D'ailleurs, le mot dialogue, il est cité 91 fois dans la norme ISO 26000, qui est la norme qui décrit la RSE. Et puis parce que aussi tout simplement bénéficier de l'énergie, de l'émulation d'un projet collectif, écoutez, c'est juste hyper appréciable et puis très efficace également pour se lancer dans une démarche. Alors, de quoi il s'agit? Il va s'agir de lancer des ateliers avec vos parties prenantes, de réfléchir, de réinterroger, puis aussi de réaffirmer vos valeurs, votre stratégie, votre projet d'entreprise pour aboutir à une vision partager une direction sur du long terme. D'ailleurs, la loi Pacte arrive à point nommé pour inciter l'entreprise à réfléchir et puis à peut-être l'écrire aussi, sa raison d'être, sa mission. D'ailleurs, qu'on décide de l'inscrire ou non ultérieurement dans ses statuts. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup à cette étape-là en matière de communication? Eh bien, on fait la même chose que ce que Anne vient de dire, c'est-à-dire on se pose d'abord pour réfléchir. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a appuyé sur le bouton de la communication, on ne fait pas machine arrière. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on doit se poser les questions, mais bien en amont du projet. Donc, on va prendre quelques instants de réflexion et on va regarder comment les choses se passent. On va regarder en particulier le schéma que vous voyez s'afficher. On connaît bien toutes les briques de ce schéma en général. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces briques s'articulent les unes avec les autres. On va regarder en priorité sur la droite ou la gauche. Enfin bref, de l'autre côté de l'émetteur surtout. On passe de l'autre côté du miroir et on s'interroge sur les utilisateurs qui vont être les récepteurs de la communication parce qu'on va les placer au cœur du processus. On va se demander quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Et puis, on va qualifier les messages. Qu'est-ce que je veux transmettre à ces interlocuteurs qui va avoir de la valeur ajoutée et qui va intéresser mes différents interlocuteurs? Qu'est-ce qui va les convaincre? Je ne vais pas simplement afficher des promesses, je vais argumenter mes promesses.
Parmi tous les supports que nous avons aujourd'hui à notre disposition, eh bien, on va choisir les supports qui sont les plus adéquats et on va les articuler entre eux pour leur donner plus de puissance. Par exemple, je décide de mettre en place une newsletter et je vais l'articuler avec un réseau social d'entreprise parce que ça fait plusieurs ruisseaux et que voilà, on va pouvoir créer une plus grosse rivière. On va être également très attentif au contexte dans lequel on communique. Ce contexte, il peut être porteur ou moins porteur. Si par exemple, on lance une campagne de marque employeur mi-août, ça risque de pas très bien fonctionner. Lancer une campagne de marque employeur actuellement, dans le contexte actuel, c'est la même chose. On va être sensible à ces éléments contextuels et à la façon dont nos messages vont être connotés par ce contexte. Et puis, quand on a fait tout ça, et on va regarder quels sont les feedbacks, c'est-à-dire quelles sont les réactions de mes interlocuteurs. Et ces feedbacks sont le seul moyen qu'on a de savoir si ça a marché ou pas. Si ça a fonctionné, eh bien tout simplement, vos feedbacks correspondent aux objectifs que vous avez fixés. Et l'émetteur, là-dedans, eh bien l'émetteur, il va retrouver sa place à travers la reconnaissance qu'on va lui manifester. C'est la raison pour laquelle on évite les communications narcissiques, auto-centrées, du type « venez dans mon entreprise parce que c'est la meilleure ». Donc voilà, juste un temps de réflexion, un temps d'anticipation. Ce n'est pas une usine à gaz, mais ça garantit qu'on va pouvoir vraiment créer de la relation avec ses clients internes ou ses candidats. On lance le projet. Alors, comment vous y prendre pour lancer votre démarche de marque employeur ? Écoutez, la première question à se poser, c'est comment donner envie à un candidat d'être recruté. Et bien sûr, ça amène la question immédiatement derrière, qu'est-ce qui est essentiel pour le candidat ? Et peut-être même encore en amont de quel candidat vous souhaitez recruter. Alors, il vous faudra probablement lutter contre des stéréotypes, promouvoir la diversité, comme la parité ou comme l'insertion de travailleurs éloignés de l'emploi. Et puis, avec les équipes qui vont accueillir la future personne que vous aurez recrutée, prenez le temps d'identifier les besoins de compétences, l'organisation du travail, les relations qu'elle souhaite avoir. Et je conseille aussi toujours de laisser une large part aux soft skills. Vous savez, ces compétences douces qui vous feront préférer un esprit d'équipe à un esprit créatif ou quelqu'un qui va être plutôt dans le développement que dans le management. L'idée, ce sera toujours d'apporter une image vraiment réaliste de l'entreprise, de son poste et puis aussi de vos attentes à votre futur candidat. Alors, comme on n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression, moi, je conseille toujours de parler aux citoyens pour vous permettre d'identifier ses attentes, ses besoins et puis ses envies aussi. Et les candidats, les dirigeants le disent souvent, les collaborations qui durent sont toujours le fruit de belles rencontres. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs d'évaluer les compétences des collaborateurs. Vos RH vous le diront. C'est souvent nécessaire et rarement une perte de temps. Voilà. Et puis, autre chose essentielle, ça va être aussi de permettre au candidat d'imaginer sa future expérience professionnelle, de se projeter dans votre entreprise. Alors, parlez-lui justement de vos valeurs, de vos engagements, de qui vous êtes en tant qu'entreprise, parce que ce sera souvent décisif pour lui de percevoir ce qu'il va y vivre au-delà de ce qu'il va y faire. Et puis, pour mémoire, mais c'est quand même parfois important de le signaler, pensez à répondre à tous les courriers. En tout cas, le candidat, il sera sensible. Voilà, ça fait toujours plaisir parce qu'à cette étape de la communication, alors on est déjà bien dans la communication, dans tout ce que Anne a pu déjà exprimer d'action et de relation. À cette étape de la communication, quels outils peut-on favoriser ? Il y en a beaucoup. Je pourrais vous parler de l'annonce, par exemple. L'annonce qui doit être toujours très réaliste pour éviter de faire de fausses promesses et du coup d'avoir une mauvaise surprise quand on intègre l'entreprise. En fait, c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. J'aimerais surtout vous parler d'un support un peu incroyable et qui remonte à la nuit des temps, qui est le bouche à oreille.
Pourquoi? Parce que, en fait, à l'heure où on dispose de tellement d'outils de communication, il reste l'un des supports les plus puissants, tout simplement parce que, à travers le bouche à oreille, eh bien, la personne va s'engager, avec un avis favorable, un avis défavorable ou mitigé, mais en tout cas, elle va s'engager. Et du coup, sa parole va être perçue comme crédible. C'est la raison pour laquelle, finalement, les premiers ambassadeurs de l'entreprise, ce sont les salariés eux-mêmes. On entend souvent ça, mais c'est pour cette raison-là qu'ils sont les premiers ambassadeurs. Alors, ça ne peut pas être une injonction. On ne peut pas demander aux collaborateurs d'aller témoigner. Il faut vraiment que ce soit une réelle envie. Et ils auront envie si effectivement la dynamique a été bien mise en place, si vraiment c'était responsable. Mais on peut aussi proposer des cadres ou des initiatives comme les témoignages qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, comme par exemple les articles de presse, faire des relations presse en mettant en avant ses collaborateurs. C'est aussi leur permettre d'être de bons ambassadeurs. Deuxième étape, allez, on s'intègre dans l'entreprise. S'intégrer dans l'entreprise, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Mettez-vous à la place de celui qui arrive et peut-être le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Et puis, on se souvient très longtemps de son premier jour dans l'entreprise. Vous souvenez-vous du vôtre? Rappelez-vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un candidat sur deux a très envie de quitter son poste au bout de 2 jours seulement. Et mettez-vous à sa place et donnez-lui envie de rester, faites-lui sentir combien vous avez besoin de lui. Réservez une place à un accueil authentique par une visite d'entreprise par exemple, mais réellement orientée sur le fonctionnement, sur la rencontre avec les personnes. Il n'y a rien de plus stressant pour un candidat de se voir présenter 15 personnes dont on aura oublié le nom le soir même. Et puis, rappelez-vous également, un candidat, il a besoin, son premier besoin, ça va être de découvrir vite et bien votre entreprise. Alors, un parcours d'intégration structuré, personnalisé, et puis un tuteur qui sera volontaire pour répondre à ces questions, lui permettra de gagner en confiance beaucoup plus rapidement et donc également en autonomie. C'est aussi votre objectif. Enfin, il y a un moment aussi important pour une nouvelle personne recrutée, c'est la fin de sa période d'essai. Pourquoi ne pas profiter justement du jour J pour célébrer, alors à votre manière, cette réelle intégration dans l'entreprise? Et puis, une autre suggestion également, c'est celle d'accompagner votre collaborateur dans sa vie privée, particulièrement s'il a dû déménager ou lui proposer un accompagnement social. Vous pouvez aussi, de plus en plus, d'ailleurs on le voit, proposer des services comme des conciergeries d'entreprise qui vont lui permettre d'être plus rapidement opérationnel, disponible pour son travail. Isabelle, comment on communique à ce stade? Eh bien, à ce stade, s'il fallait choisir un support de façon complètement arbitraire, eh bien, je vais prendre le livret d'accueil. Dans le livret d'accueil, c'est assez courant, c'est pas en général un déficit dans les entreprises. On va retrouver des informations réglementaires, des informations pratiques, mais c'est aussi l'occasion, et c'est pour ça que j'aime bien l'évoquer, de mettre en avant à nouveau là le projet d'entreprise. C'est un bon exercice, un bon support pour formaliser ce projet d'entreprise, parler de ses valeurs, parler de ses convictions, parler des actions qui sont faites. Ça va permettre aux salariés donc de garder ce support et ça va aussi l'aider, en tout cas ça va contribuer à lui permettre de se mettre en mouvement avec l'entreprise avec laquelle il s'engage. Ok. On lance la troisième partie. Troisième étape. Alors, troisième étape, et non la moindre, eh bien, il faut maintenant lui donner envie de rester, d'ailleurs aux candidats que vous venez de recruter et puis à tous les autres. Et je voulais vous suggérer une mission pour votre entreprise, pour toutes les entreprises. Est-ce que peut-être une des missions, alors première, ce ne serait pas justement de faire vivre une expérience positive à ses collaborateurs? On n'insistera jamais assez sur, alors au-delà du contenu du poste, au-delà de son environnement de travail, au-delà du salaire, des avantages, je pense qu'on n'insistera jamais assez sur le rôle des relations de travail, alors que ce soit avec son manager, que ce soit également avec ses collègues, et puis également dans le besoin de reconnaissance d'un salarié, particulièrement, c'est d'autant plus fort quand il s'agit de quelqu'un d'impliqué.
Alors, lancer une démarche de qualité de vie au travail, hein, ça fait partie de la RSE, c'est aussi le cœur de la marque employeur et ça peut vous conduire à réinterroger la justice organisationnelle, le dialogue social, mais aussi peut-être la répartition du temps de travail entre le temps perso, le temps pro. Bref, plein de questions. Alors, il y en a plein d'autres sur la question de la qualité de vie au travail, mais des sujets qui vont permettre justement de nourrir la confiance, peut-être aussi l'implication du salarié. Et puis, les neuroscientifiques l'ont démontré aujourd'hui, l'absence de cohérence, ça favorise le burn-out. Alors, manifester ou permettre aux salariés de prendre conscience de l'utilité de son travail, et puis alors dans l'entreprise, et puis au-delà de ça également de la nature de sa contribution à la société civile, au bien commun de la société civile, eh bien c'est un réel facteur de motivation, d'implication, et en ce qui concerne les nouvelles générations, quelque chose qui devient prioritaire. On aurait aussi aimé vous parler de l'importance de ces formations qui consistent à permettre à chaque individu de se réaliser, de s'épanouir, parce que c'est une condition juste sine qua non de l'efficacité des équipes. Alors, pour mémoire également, certaines entreprises proposent l'actionnariat. C'est une bonne façon de consolider une bonne collaboration. Côté communication, eh bien, du côté de la communication, qu'est-ce qui va se passer à cette étape de la vie en entreprise? C'est toute la communication interne, c'est celle du quotidien, celle qui va s'appuyer sur tous les supports qu'on connaît et puis sur tous ceux qu'on peut inventer, les newsletters, le réseau social d'entreprise, les groupes de parole, d'échange, etc. Tout ça, ça vient permettre d'animer cette communauté professionnelle qu'est l'entreprise. Je voudrais insister peut-être en raison du contexte sur l'importance de la transmission de l'information. On est dans un contexte qu'on qualifie en ce moment pour beaucoup d'anxiogène et pouvoir comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et dans l'environnement de l'entreprise est essentiel pour les collaborateurs. La compréhension, c'est la première étape pour l'adhésion et ça donne aussi de la visibilité. Donc informer, ça a une conséquence directe, c'est aussi de baisser le niveau d'anxiété quand malheureusement on est amené à le vivre dans les équipes. Et en termes de communication externe, Isabelle, qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, la communication externe, elle va tout simplement porter à la connaissance de tout le monde extérieur ces actions qui sont mises en place dans l'entreprise, ou en tout cas les faits les plus marquants, parce qu'on ne peut pas non plus communiquer tout le temps en externe, il faut doser les choses. Donc on va faire porter à connaissance tout ce qui est fait dans l'entreprise, beaucoup les actions RSE. C'est vraiment un vrai pilier de la communication externe avec, c'est pas Anne que je vais convaincre, mais quand même je leur dis. Je voudrais insister là aussi, en particulier à cause du contexte, mais c'est vrai, quelle que soit la situation en réalité, sur l'importance de la parole du dirigeant et de la dirigeante et sur leur engagement dans la communication. C'est un peu comme un capitaine d'équipe. C'est important pour les acteurs d'entendre parler des convictions du dirigeant, de la dirigeante, des valeurs qui vont l'animer et du coup, à travers ça, de la contribution que va avoir l'entreprise dans son environnement. Je prends un exemple parce qu'il était assez marquant. C'est une jeune fille, une étudiante qui a intégré une entreprise. Elle ne connaissait pas les produits, elle ne connaissait pas les marchés. Mais elle avait entendu le dirigeant témoigner de ses valeurs et des raisons pour lesquelles il avait créé l'entreprise. Si bien qu'elle a tellement raisonné avec ces valeurs-là qu'elle a eu, et elle s'est d'ailleurs intégrée dans l'entreprise. Donc voilà, et finalement tout ça, c'est avant toute chose une question de relation entre l'entreprise et ses environnements. Ça va permettre de manifester la culture de l'entreprise. Donc c'est pour ça que chaque marque employeur est unique, puisque chaque culture est unique. Et ça va donner envie aux acteurs de s'intégrer dans cette culture et de faire vivre cette culture. Voilà Isabelle, on arrive au terme de ce tuto. On voulait juste vous dire que quoi qu'il advienne, votre marque employeur, elle existe d'ores et déjà, elle se vit, à vous de la façonner, de l'améliorer. Alors pour ça, il s'agit de créer, on l'a dit, de la cohésion, de la confiance, de la satisfaction et même de la fierté en fait pour vos collaborateurs parce qu'ils seront ainsi vos meilleurs ambassadeurs. Et puis bien sûr, il va s'agir ensuite de rendre cette satisfaction visible pour donner à d'autres l'envie de vous rejoindre.
Voilà, merci de votre attention. Évidemment, vous pourrez retrouver plus d'informations, des idées, des outils sur la plateforme RSE de Nantes Métropole. Merci à tous. Merci beaucoup.